Alors, on va commencer d'abord par le site. Donc au départ, ce site a été créé pour l'école des jeunes. C'est-à-dire qu'en 2010, la ville, en 2014, pardon, la ville nous a mis à disposition les lieux suite à notre, comment dire gentiment, renvoi de Seraing, on va dire ça comme ça. Donc Seraing nous a gentiment averti en février 2014 qu'on ne pouvait plus compter sur le terrain à partir du mois de juin. Donc il a fallu trouver des solutions, ça n'a pas été évident. Après beaucoup de discussions avec la ville, il apparaissait clairement que le retour sur recours ne faisait pas, était une obligation, il fallait trouver le terrain, donc ça a été trouvé ici. Le site a été subsidié en partie par la région Wallonne et en partie par le club, concurrence de 50-50, c'est-à-dire 1,2 million de chaque côté. C'était pas facile déjà à l'époque puisque le club n'avait pas beaucoup de rentrées et avait été au bord de la faillite 4 ans avant. Et puis le site a été alors au fur et à mesure aménagé. Pendant le tour, je vais vous expliquer maintenant les différentes choses qui se sont passées depuis 2014 à maintenant, puisqu'il y a beaucoup de changements cette saison avec l'arrivée dans le monde pro. Donc 2014, qu'est-ce qu'il y avait? Simplement la buvette, la tribune assise et la tribune debout. C'est tout. 4 terrains, on va aller les voir. 2 terrains sur un appelle le jeu à 11, donc 11 contre 11, c'est les 2 grands terrains. Un terrain du jeu à 8, qui est le terrain à gauche, et un petit terrain du jeu à 6, qui est le petit terrain perdu tout au bout, qu'on ne voit même pas. C'est qu'il y a même des gens qui ne savent pas qu'il y a un terrain encore là derrière. Et puis au fur et à mesure des montées de l'équipe dans les différentes divisions, on a eu des contraintes sécuritaires principalement, qui ont fait qu'on a dû transformer ça en blocos, ce qui n'est pas vraiment dans notre habitude, mais ce n'est pas un choix personnel du club, c'est une obligation. Et ce n'est encore rien par rapport à ce que sera l'éventuel stade de D1 ou aménagement D1, où maintenant il faut demander une autorisation pour aller faire pipi. En effet, depuis que je sais lire, je rassemble tout ce qui concerne l'histoire du football et plus particulièrement du football pied-joie, au point qu'avec la plupart d'entre vous l'ont très bien connu, l'ont admiré, avec Théo Matti, le grand journaliste de la RTBF, le prédécesseur de Rodrigo Benquet, nous avons fondé une ASBL qui s'appelle Foot Centre. Le football pied-joie est le fondateur, avec l'Antwerp, il n'y a plus que ce que le plaque qui reste, fondateur de l'Union belge de football. 5 ans après la création du football pied-joie, c'est l'Union belge de football qui a fêté ses 100 ans. Et à cette occasion-là, l'ASBL Foot Centre que je présidais avec Théo Matti a été appelé pour aider l'Union belge à toutes ses activités sur son centenaire. Ma passion en moi, c'est le football pied-joie et l'histoire, c'est ce qui m'intéresse. Le football pied-joie, qu'est-ce que c'est? Malgré le matricule 4 qu'il a reçu en 1926 de l'Union belge, c'est en réalité le deuxième plus ancien club de l'histoire du football belge, l'Antwerp étant le premier. C'est aussi le seul club qui, depuis que le football existe en Belgique en 1895, n'a jamais quitté les divisions nationales. Il est le seul à faire ça. Le football pied-joie a été créé par des artistes, en réalité des peintres, des sculpteurs, la plupart élèves de l'Académie des Beaux-Arts de Liège. D'ailleurs, le premier président, le prédécesseur de Jean-Paul Lacombe actuellement, c'est Émile Bergman, c'est un grand peintre. À partir de là, premier club francophone de l'histoire du pays, est aussi très lié au cyclisme. Il faut savoir que à l'époque, les élèves de l'Académie des Beaux-Arts de Liège étaient souvent de très grands sportifs et étaient ce qu'on appelait des sportsmen, ne se contentaient pas de jouer au football, ils faisaient aussi du cyclisme. Le premier champion du monde de l'histoire du cyclisme, Robert Protin, a d'ailleurs été le premier champion du monde cycliste en 1895. Le football pied-joie a continué sa carrière tout progressivement rétrogradée et avant 14-18, il a été remplacé par un autre club qui a pris un peu le relais, un certain Standard de Liège, fondé
par les élèves du collège Saint-Servais avant la guerre 40-45, perdu dans le fin fond des promotions, au point qu'on a cru qu'il allait disparaître. Il était devenu le 17e club wallon, précédé par des Milmort, par des Cherat, par des Visées, etc. Le terrain du football québécois était le vélodrome de la Beauvrie au départ. Puis, il est parti à Skessin, les titres de champion de Belgique. Là où ça s'appelait exactement, c'était la prairie qui se trouverait à côté du château de Skessin, qui était la propriété des deux Voisins. C'était dans la prairie. D'ailleurs, ces titres de champion de Belgique, c'est Skessin qui les avait. Puis, il est allé jouer à Angleur. En 1920, d'importantes inondations à Liège, qui fait que le terrain d'Angleur est à Redoury exactement. Nous sommes en 1920 à ce moment-là. C'est à ce moment-là que une société des mines de charbonnage, possédant le fameux terrain de Raucourt, a construit le stade qui a été le stade Vélodrome, qui a été inauguré en 1921. Donc, pour répondre à votre question, le football piégeois en 38-39 était au fin fond des promotions, c'était à Raucourt. Avant la guerre 40-45, nous allons disparaître, et 10 ans après, en comprenant la guerre elle-même, nous sommes redevenus champions de Belgique en 1952, et l'année d'après en 1953. Voilà l'histoire jusqu'à ce moment-là du football québécois. 2 fois champion de Belgique, nous gagnons la Coupe de Belgique en 1990 avec Jean-François de Save comme capitaine et actuellement dans le conseil d'administration de notre club. Nous faisons les Coupes d'Europe, nous éliminons Benfica, nous sommes éliminés par la Juventus de Turin sur le seul score de 1-0. Puis l'épisode du football liégeois en 1995 où nous devons quitter notre terrain. Genre, vous savez l'histoire. Le football liégeois possédant son terrain. Kinépolis, moins d'1 hectare, était vendu à 60 millions. Vous multipliez 60 millions par les 11 hectares qu'il y a autour. C'est 3/4 de milliards de francs belges de l'époque. Il y a moyen de dire encore beaucoup de choses sur le football piégeois. Mais voilà, résumé, je crois, l'historique est celui des plus grandes gloires, des promenades dans les caves du football belge avant de revivre dans l'espoir que c'est le cas actuellement. Jean-Paul Lacombe est un avocat d'affaires liégeois, rouge et bleu depuis sa jeune enfance. C'est dire, on ne peut pas laisser les clubs comme ça. Il a pris son bâton de pèlerin et il a réuni une quinzaine de personnes autour de lui, des chefs d'entreprise, des indépendants, des gens, monsieur et madame tout le monde, mais qui avaient un petit peu d'argent et qui étaient prêts à mettre. Et les droits d'entrée étaient 25 000 €. Donc il y a des gens qui ont sauvé le club, qui ont mis 25 000, d'autres ont mis 200, 300, 400, mais le droit d'entrée était de 25 000 €. Et grâce à ça, ils ont pu payer cette dette-là. Et depuis maintenant, donc 2014, en 10 ans, on est monté 3 fois. Ce qui est pas mal, ce qui est sûrement dans les... Avec la Louvière, dans l'ERCOM, la différence c'est que la Louvière a des moyens que Liège n'a pas. Il faut savoir que nous avons le plus petit budget de la série avec 1,2 million par le budget de l'équipe, avec 1,2 million de budget. On joue contre des équipes comme Moiregen, qui a 14 millions de budget. Le gros changement de cette année-ci, c'est que fin de l'année passée, le président Lacombe a remis le club dans les mains d'investisseurs ici américains. Il faut savoir que dans notre division, nous étions le dernier club belge.
Tous les clubs sont sous tutelle étrangère, parfois un peu bizarre. Hein, nos amis de Denver, c'est une coréenne. Les gens de Dane, c'est un japonais. On a des Chinois aussi. On a des Anglais. L'Omel, par exemple, c'est Manchester City, qui est le club satellite. Donc, pratiquement tous les clubs, et même en DA maintenant à part 3, sont sous tutelle étrangère. Dès que vous montez dans le monde pro, il faut savoir que les joueurs doivent être pro, c'est-à-dire qu'il y a un salaire minimum brut mensuel qui doit leur être versé, indépendamment des primes de match. Donc bien entendu, ce salaire-là varie en fonction aussi de la qualité du joueur. Pour un bon joueur de Challenger, je vais dire de Challenger Pro League, vous pouvez compter entre 10 et 15 000 euros bruts par mois, en salaire. Il y a le sponsoring. Comptez que bon an mal an, ici maintenant, vous avez plus ou moins pour 1 million de sponsoring, en comptant les jeunes et l'équipe première. Et on est passé au million, on était à 600 l'année passée. Donc la DAB avec la télévision nous a permis quand même de booster pas mal le sponsoring. Et donc maintenant ça fait plus ou moins 13 ans qu'on développe différentes collections. On vient d'en sortir une qui met l'accent sur la ville de Liège. Depuis plusieurs années, on estime que la ville de Liège et le club sont fort liés de par leur histoire et leur esprit. Donc ça c'est pour l'aspect merchandising. Et à côté de ça, on fait différentes actions aussi à destination des supporters. Comme maintenant on a le Fan Day qui se fait chaque année. Le prochain aura lieu le 11 août. Donc c'est une date à retenir. On a différentes activités à destination des plus jeunes, comme des primages, des jeux, etc. Donc c'est vraiment un événement familial. Et puis depuis quelques années, je m'applique aussi au niveau de la communication du club pour essayer de toucher plus de personnes, mieux raconter ce qui se passe au sein du club. On devient supporter de foot. Et pourquoi le football club liégeois? Parce que c'est pas évident. Alors j'ai commencé à aller au foot, j'ai un peu joué aussi, donc j'y allais en 68, 69, 70, quelque chose comme ça. C'était pas facile parce que chaque année on jouait pour pas descendre. On s'est sauvé plusieurs fois dans les derniers matchs. Enfin, chaque match était un combat. Et c'est sûrement là, dans ce moment-là, que j'ai forgé, je vais dire, mon supporterisme. Le lundi à l'école, à Liège, avec mon écharpe quand Liège avait gagné, et j'étais encore plus fier si le Standard avait perdu. C'était comme ça. Hein. Pour la saison 83-84, le match est arrivé. Et là, ça a été vraiment le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle expérience. Pour moi, en tant que supporter, il y a eu des résultats extraordinaires en Coupe d'Europe, tout ça, la patate de Jean-François Dessart, le match contre le Rapide de Vienne où on a, enfin je ne sais pas s'il y en a moins vu qui était, mais on n'a rien vu, rien. Il y avait un brouillard à ce que on n'a rien vu. On a juste vu la vague arriver dans la tribune quand Munaron a arrêté le pénalty. Hein? Mais sinon on n'avait rien vu. Mais tout ça, ce sont des bons souvenirs. On ne savait pas que ça allait s'arrêter. Mais comme toujours, les bons moments, ça a une fin. À l'automne 94, certains esprits bien pensants ou mal pensants, je ne sais pas, ont décrété que le stade de recours, ceci c'est une écharpe de recours 1.0, que le stade de recours n'était plus conforme. Une semaine ou deux avant ou après, je ne sais plus, Bruges jouait sur un match en Coupe d'Europe là-bas parce qu'ils avaient été, leur terrain, leur stade avait été suspendu pour je ne sais plus quoi. Alors bon, Eupen, Clessay, comme Montpellier, le club a absorbé Tiller, et ça il faut le reconnaître. C'est pas la meilleure chose qu'on ait fait, on a absorbé Tiller. Et à Tiller,
c'est pas mal, il y avait une belle ambiance, c'était un beau petit stade. Et puis bon, ben, il a fallu aller à Sorey parce que le stade, le terrain de Tille était trop petit. Donc on est descendu à Sorey. Ça a été difficile psychologiquement de passer la Meuse. C'est passer la Meuse. Ben, bon, on n'a jamais vraiment été à la maison là-bas. Mais bon, supporters, on ne l'est pas. Hein. Et alors, bon, on était une bande de copains, on allait partout, on a parlé Oreille, tous ces trucs-là, Bercheux. On est allé partout et puis ben, on a décidé de recréer un club de supporters pour se rassembler et essayer de faire des trucs, quoi. Voilà, simplement. Donc en 2001, on a créé le Sorey Marine. Au début, on était, mis à part la section Nano, les ferments, enfin, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ils n'étaient plus vraiment actifs dans la sphère du supporter. Donc on a créé les Sorey Marine. C'était évident de s'appeler les Sorey Marine. Hein, il y avait pas... Et puis, bon, comme dans tout groupement, il y a eu certaines divergences de vues. On n'avait pas tous la même vision. Et plus on est, plus difficile c'est de concilier tout le monde. Donc, il y a eu des scissions. Il y a eu les leaders 1892 qui se sont créés. Et les Yohan 1892 qui se sont créés un peu après les Sorey Marine. Et ça a permis, et c'est une bonne chose, parce que ça a permis d'avoir d'autres personnes qui venaient se greffer en fonction des affinités de chacun. Et ça, c'est très bien. Et à ce moment-là, ben, on se rendait bien compte que ça n'allait pas faire. Et puis, papa est arrivé. Il nous a promis tout ce qu'il a pu promettre, à Anse, à Nicret, avec tout ce qu'on allait avoir. On a été mettre la première pierre et tout. Ouais. Sur la route militaire, il y avait 2000 personnes. Ouais. Et puis tout le monde sait ce qu'il en est advenu de cette histoire-là. Rien. Rien du tout. Donc, obligé de redescendre à Sorey et de repasser la Meuse. Et ça a été crève-cœur pour beaucoup de monde. En plus, même si les prestations sur le terrain étaient tout à fait honorables, on sentait bien que dans les coulisses, ben, c'était pas terrible, quoi. Il fallait payer absolument une dette fédérale de je ne sais plus combien de milliers d'euros, une date. Et les supporters se sont mobilisés à ce moment-là, et ça, ce sont vraiment des moments très forts pour moi de supporterisme, parce que on s'est mobilisé et en quelques semaines, on a récolté à peu près 80 000 euros. Et bon, on a jugé les trucs sur une vieille casserole avec une cuillère en bois. Hein. On a vendu tout, n'importe quoi. À la fin, il n'y avait plus rien à vendre. On a vendu la casserole. Et puis, M. Lacombe est arrivé. Et là, on s'est fait, encore une fois, hein, jeter comme des merdes de Sorey. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et merci beaucoup au président et au conseil d'administration de l'époque et à la ville de Liège d'avoir permis ceci. Ça, c'est vraiment chez nous, quoi. C'est un recours. Recours 2.0, mais recours quand même. Le règlement le plus Norvège, c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Il n'y a plus personne qui s'y retrouve. Donc on est monté, mais dans le fond, on n'est pas monté, puisqu'ils ont scellé les divisions. Ça, c'est très frustrant. Puis il y a eu le tour final hein, à Knock, où ça, c'était très frustrant aussi. Puis, la saison dernière, on a fait vraiment une super saison. Même si on n'a pas été champion, si c'est le patron qui l'a été, on avait la meilleure équipe, on pratiquait le meilleur football et on est monté vraiment méritoirement. Les Américains, c'est dans l'air du temps, les Américains, ils débarquent. Qu'est-ce que ça va donner? Ben moi je n'en sais rien. J'ai la naïveté de croire que ce ne sont pas les mêmes zozos
côté de bord de Meuse, qu'ils ont vraiment un projet clair dans leur tête, sans vouloir brûler les étapes et en restant bien les pieds sur terre, et en ayant, je pense, enfin c'est en ayant bien intégré ce que c'est le matricule 4. Ce n'est pas innocent, matricule 4. C'est important. C'est un truc pour lequel on s'est battu pour le sauver, le garder. Et si par malheur, il venait à effacer ça, ce serait vraiment mal pris. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne sais pas. Qui vivra verra, mais comme fait pendant la movie, allons-y, tiens. Allons-y.